Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous sommes ravis d'avoir Olivier Truc parmi nous pour son dernier roman qui est paru chez Métévier qui s'appelle Les chiens de Pasvik. Ce soir pour l'interroger, on part à Saint-Étienne et on retrouve Alexandra Scharwen-Sparkenberg, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, donc de la librairie de Saint-Étienne, de Paris à Saint-Étienne. Avant de vous laisser la parole tous les deux, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Olivier par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de venir poser des questions à Olivier tout à l'heure. Alexandra, Olivier, bonne rencontre, à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci Olivier de nous avoir fait l'honneur de venir à Saint-Étienne. Ça fait des beaux voyages grâce à ces rencontres. Aujourd'hui, je vous accueille pour Les chiens de Pasvik, qui est en fait le 4e volet de la police des rennes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases ? En quelques phrases, alors, vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire mon nom, c'est par là voilà, je suis officiellement à Stockholm, j'habite à Stockholm, même si je suis un peu, là on ne sait pas où je suis d'ailleurs, hein, c'est un petit peu mystérieux, donc je peux vous dire n'importe quoi en fait, sur là où je suis peut-être dans l'appartement juste à côté de chez vous, là, à Saint-Étienne, et j'habite depuis 25 ans en Suède, donc je ne sais pas si ça fait de moi un peu de suédois, un peu de français ou je ne sais pas quoi, à déterminer, on va dire, en fonction des envies, en fonction des jours. Je suis journaliste depuis une trentaine d'années, voire même un peu plus, si ça aide à identifier aussi un petit peu. Puis j'ai lentement commencé à dériver vers d'autres formes d'écriture, même si le journalisme m'occupe toujours, mais vers l'écriture de romans, mais aussi d'autres formes je fais aussi des documentaires télé. Là, actuellement, je suis dans le montage d'un documentaire pour la télévision, par exemple. Voilà, j'écris sous différentes formes. Voilà. Ça, c'est très bien. Continuez à écrire parce que moi, j'ai beaucoup aimé le dernier, mais j'aimais bien aussi les 3 premiers que j'ai apportés forcément puisqu'on est à la librairie. Donc, je les ai apportés de main pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le premier donc, de la série, c'était Le Dernier Lapon, où on découvre Clémette Nango et Nina Nanson. On va donc les suivre. Ils sont, je ne suis pas sûre, 10 policiers des rennes, mais en Norvège. Et on va suivre avec eux en fait l'encadrement des conflits des éleveurs de rennes Sami. Dans le premier tome de leurs aventures, on va plutôt être confronté aux problématiques de l'industrie minière et on va parler pas mal du chamanisme chez ce peuple-là. Sur le deuxième, qui est le Détroit du Loup, alors je passe rapidement parce que ce n'est pas de cela dont on va parler, de cela dont on va parler aujourd'hui, mais le Détroit du Loup, on parlait plus de l'industrie pétrolière. C'était un peu plus au centre du roman. Sur le troisième qui est sorti, on a retrouvé la date il y a 5 ans maintenant, c'était La Montagne Rouge. Cette fois, c'était plus sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs forestiers. Le dernier, donc, qui vient de sortir là, il y a 15 jours, Les chiens de Pasvik. Cette fois, on est à la frontière russe, donc entre la Norvège et la Russie, toujours sur le territoire Sami. Et on va suivre des problèmes notamment assez épineux de diplomatie, puisque, et je vais vous laisser raconter la suite, on va toujours suivre Clémette dans ses aventures. Voilà, Clémette et Nina qu'on retrouve. Donc, alors, à la fin, sans rien spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le troisième, notamment la Montagne Rouge, mais disons qu'à la fin du troisième, Clémette et Nina sont un petit peu en porte-à-faux, on va dire. Donc, ils sont dans des... Nina est sur le point, envisage de quitter la police des rennes, et quand on la retrouve au début des chiens de Pasvik, Clémette est avec un autre partenaire. Donc, on va évidemment redécouvrir Nina petit à petit, mais à côté de Clémette et Nina, donc, qui sont toujours policiers tous les deux, Nina est travaillant au commissariat à la frontière. C'est un service très spécial de la police norvégienne qui est là pour veiller au bon respect d'un traité
entre la Russie et la Norvège. Mais on est dans une zone, comme vous l'avez dit, on est toujours en Laponie, bien sûr. On est sur les bords de la mer de Barents, donc c'est vraiment l'extrême nord de la Laponie, dans une région qui est... on est au cœur, en fait, de cette Laponie qui a été complètement écartelée au fil des siècles par les États, par les frontières, le tracé de frontières qui ont dispersé les clans samis. Et c'est ça que va aller explorer cette histoire à travers le personnage de Piera, qui est un éleveur du district frontalier, qui est du côté norvégien. Au début du livre, il y a quelques dizaines de reines du troupeau de Piera, qui sont donc côté norvégien, qui vont passer la frontière, se retrouver côté russe. Donc évidemment, il y a un incident diplomatique. Alors Piera et tout de suite, la police des Rennes va être convoquée, de même que le commissariat à la frontière, mais on va aussi faire appel aux gardes frontières du FSB côté russe, parce que la nation diplomatique, tout de suite, il faut récupérer ces Rennes. Comment on fait? Donc c'est le genre d'histoire qui se passe réellement, d'ailleurs, hein, régulièrement, il y a des histoires comme ça. Et le Piera, pour le personnage de Piera, qui est donc cet éleveur qui a été élevé en partie par sa grand-mère Ida, et il a été, à travers Ida, il a hérité, je dirais, d'une certaine mélancolie et d'une certaine nostalgie des territoires perdus du clan, qui ont, après les aléas de l'histoire, époque soviétique, etc., leurs anciens pâturages sont tombés de l'autre côté de la frontière et n'y ont plus accès. Et donc, un peu symboliquement, ces Rennes, quelque part, même si ces Rennes, ils retournent vers ces pâturages perdus. Et donc, l'histoire va s'engager comme ça, au départ. Donc, les Rennes norvégiens qui passent côté russe, et puis il y a du passage en sens inverse aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des chiens russes qui passent côté norvégien, c'est des chiens errants. Qui régulièrement traversent la frontière et qui vont semer la pagaille côté norvégien, notamment dans disperser les troupeaux, attaquer des rennes. Et puis, comme ce sont des chiens qu'on soupçonne d'avoir la rage ou d'être porteurs de maladies, il faut les abattre. Donc, il y a toute une histoire. Il y a un de ces chiens qui a une histoire très particulière, qui n'est pas un chien errant, mais qui s'est retrouvé embarqué là-dedans. Et voilà, donc à partir de cette histoire vont émerger des tas de personnages plus ou moins bizarres. On est dans un polar, donc aussi bien côté russe que côté norvégien, côté finlandais aussi. Et puis, c'est des tas d'histoires du passé qui vont rejaillir. Alors justement, revenons un peu dans le passé. Comment vous, expatriés français, un jour, vous vous mettez à vous intéresser à ce peuple sami qui est très méconnu? Ça démarre en fait parce que quand je débarque en Suède il y a 25 ans, moi les Samis, je ne connais rien. Je pense un petit peu comme la plupart des Français. On a une image vraiment très, très super cliché en fait, des Samis. On les appelle les Lapons. Voilà, c'est vraiment la caricature. Les rennes, les aurores boréales. Allez, même on y rajoute le Père Noël s'il faut. Et voilà, donc c'est un peu... C'est assez basique. Et je veux dire que quand j'arrive en Suède, c'est vraiment pas voilà, c'est pas ma priorité. Il me faut plusieurs années d'ailleurs pour commencer à m'y intéresser, parce qu'au départ, quand j'arrive en Suède, moi, je connais rien à l'Europe du Nord. J'ai aucune appétence particulière pour la région. J'y suis arrivé parce que c'était une Suédoise qui m'intéressait, c'était pas la Suède. C'est une bonne raison. Une excellente raison. Et donc, je me retrouve là-dedans moi, je commence à écrire. J'arrive comme journaliste en Suède, alors pour une Suédoise, mais comme journaliste, avec une casquette de journaliste, et donc je voyage. Je voyage beaucoup dans toute la région. Je couvre les pays nordiques, les pays baltes aussi, et je me balade. Et puis, j'écris beaucoup sur
le modèle nordique, parce que c'est ça que les journaux français attendent un petit peu aussi des pays nordiques, c'est qu'on leur raconte, qu'on leur fasse vivre ce fameux modèle après lequel on court un petit peu en France, enfin certains en tout cas courent après ce modèle. Donc, et puis petit à petit, ben voilà, les Samis, j'en entends parler évidemment, et puis je commence à m'y intéresser par le biais du reportage en fait. Et là, je découvre en fait que entre la belle image du modèle nordique et puis la réalité des peuples samis, telle que je la découvre, une fois encore, par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par des histoires de procès d'éleveurs contre des forestiers, hein, c'est un petit peu ce que je mets en scène dans La Montagne Rouge, dans le troisième, ben, je me rends compte que ces pays nordiques qui sont très bien sur le papier, très beaux sentiments, etc., ils sont complètement en dehors enfin, ils sont dans une... ils n'arrivent pas à gérer, être à la hauteur de leurs ambitions sur les droits de l'homme et tout ça, avec leur propre population aborigène, puisque la Sami, c'est la population aborigène de l'Union européenne, c'est la seule. Donc, et là, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, parce que ils sont quand même sympas, les Suédois, les Nordiques, les Norvégiens, ils sont les droits de l'homme, tout ça, la main sur le cœur tout le temps. Et ils sont généralement très engagés sur des tas de domaines. Et là, ça coince, là, il y a visiblement un problème. Donc, en tant que journaliste, ça m'a intrigué d'abord. J'ai essayé de pressenti qu'à travers cette histoire des Samis, il y avait sans doute un petit peu la face cachée du modèle, en fait, quelque part. Et donc, avec la mauvaise foi du journaliste, c'est bien connu, qui va chercher toujours le train qui arrive en retard, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire pour essayer de comprendre par défaut ce que racontait ce modèle nordique. Et plus j'avançais, plus j'ai fait de reportages, plus j'ai rencontré des gens, plus ce fossé entre l'image des pays nordiques et puis la réalité du terrain m'a intéressé, j'ai creusé de plus en plus. Et, voilà. Et alors, est-ce que vos livres sont traduits? Je me suis posé la question dans les pays scandinaves. Alors, les trois que vous avez montrés, les trois premiers sont traduits en suédois, par exemple. Je pense que les deux premiers sont traduits en norvégien, en danois. Le dernier Lapon est traduit en finnois aussi, donc ils sont traduits quand même. Et comment ils sont accueillis? Ils les brûlent. Par le public. Ah ouais, ils les brûlent. Il fait froid, en même temps il fait froid. Ils les brûlent parce que c'est pas très sympa pour eux, quoi. C'est vrai que disons que non, je plaisante, il y a d'un côté... en fait, les retours que j'ai souvent de la part de non-samis, c'est d'abord, ils trouvent ça bizarre, a priori, qu'un Français écrive sur ces questions-là, parce que c'est vrai que les Nordiques eux-mêmes n'écrivent pas, ne s'intéressent pas à ces questions-là. Et ça, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à m'y intéresser de plus en plus, c'est que les Suédois, les Norvégiens, les Finlandais s'y intéressent très peu, en fait. Et moi, dans les gens qui sont autour de moi, les amis suédois que j'ai, parce que j'habite à Stockholm, connaissent presque rien, en fait, sur les Samis. Bon, alors non pas que nous, en tant que Français, on sache nécessairement beaucoup de choses sur les dom-toms, hein, je ne jette pas la pierre en l'occurrence, mais il y a cette histoire quand même donc ils ont dans l'approche, dire, surpris en fait d'apprendre autant de choses dans un polar écrit par un Français sur leur propre population. En fait. Donc ça il y a un côté un peu de surprise, effet de surprise. Donc j'ai plutôt eu des très bons retours en fait de ce point de vue-là. Il y a sûrement des gens que ça agace, mais ils ne le font pas savoir, donc je ne peux pas parler en leur nom, mais les côtés Sami, en fait, puisque j'ai aussi, je sais qu'il est lu par les Sami aussi, ils sont, je pense que il est apprécié en général. Enfin, c'est les échos que j'ai aussi. Alors, j'ai pu avoir des remarques, un peu des critiques sur pourquoi vous employez tel mot. Par exemple, le dernier Lapon, l'emploi même du terme Lapon dans le dernier Lapon, d'un point de vue purement Sami, c'est péjoratif, le terme Lapon. Donc, il y avait une personne, une fois, qui a fait une remarque là-dessus. Mais donc, voilà. Mais en plus, il n'a pas ce titre-là en suédois. Donc, voilà, c'est pas... Mais vous pourriez nous dire quel titre il a en suédois? Parce que, justement, je trouve que le titre français est très fort par rapport à l'histoire. Donc,
Qu'est-ce que... Alors, le titre suédois, c'est une expression que j'utilise dans le livre, c'est 40 jours sans ombre. D'accord. Ça correspond à l'hiver polaire, en fait, à Kaito Keno, puisque c'est moins polémique. C'est moins polémique, c'est très poétique. Moi, j'aime beaucoup aussi ce titre-là, d'ailleurs. Voilà. Mais ils sont, les Samis que je connais, en tout cas, ceux avec qui je suis en contact, soit parce que c'est devenu des amis, soit c'est parce que des gens que je vais interroger. Et ceux qui ont lu, ils sont généralement très positifs, parce que même s'il y a des choses qui peuvent les déranger, parce que dans mes livres, tous les personnages Samis ne sont pas que des mecs toujours sympas. Non, non, c'est pas le but du jeu, mais ils comprennent, comme ils sont pas idiots, ils comprennent bien que c'est d'abord que c'est du roman, et que deuxièmement, que quels que soient les personnages, le fait qu'à travers ces livres-là, on parle de leurs problèmes. Et ça, ils y sont extrêmement sensibles. Alors ça, c'était une question, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'appropriation culturelle. Beaucoup de peuples autochtones ne veulent plus justement que des personnes extérieures parlent de leur culture. C'est quelque chose en France qu'on appréhende moins bien, je pense, que dans les pays anglo-saxons. Mais voilà, ça m'intéressait de savoir comment les Samis avaient vécu ça, alors que justement, personne ne parle d'eux. Et que c'est une culture de tradition orale, donc avec peu d'écrits. Ça a été pendant longtemps. Alors après, ça fait quand même un siècle, un bon siècle quand même, qu'il y a une tradition d'écriture aussi, qu'il y a des auteurs samis, de langue sami depuis déjà un siècle. Et puis il y a là, ces dernières années, il y a vraiment une génération d'auteurs de langue sami qui émerge et qui a beaucoup de succès, qui rencontre du succès d'ailleurs. Donc c'est vraiment en train d'évoluer. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'en ai fait l'expérience en fait quand j'ai écrit parce qu'à côté des polars, j'ai aussi fait un roman d'aventure historique. Oui, je l'ai là aussi. Voilà, je vous le montre. Alors, le coup de cœur, c'est pas rajouté exprès pour la rencontre. Hein, c'est vraiment le coup de cœur de notre responsable littérature, Valérie. Ah ben génial. Non, mais le cartographe des Indes boréales qui se passe au XVIIe siècle et qui est en fait un espèce de préquel, c'est-à-dire c'est les origines, ça raconte les débuts de la colonisation de la Laponie par les Suédois, donc à partir au début du XVIIe siècle. L'histoire raconte alors en l'occurrence, je fais un peu de pub là pour ce bouquin-là, mais avant de revenir à votre question, mais ça raconte l'histoire d'un cartographe d'origine basque, Isco, qui se retrouve embarqué en fait dans une première expédition en Laponie pour le compte de la couronne suédoise. Il est envoyé par Richelieu, etc. Et puis, au fil des ans, de par sa spécialité, de par sa connaissance, il se retrouve amené à travailler en Laponie et à accompagner en fait cette colonisation. Et quand j'ai fait mes recherches, puisque j'ai fait beaucoup de recherches, de documentation pour savoir comment s'est passée cette colonisation, quelle était la description qu'on faisait des Samis, du mode de vie des Samis, tout ça. Le fait est que toutes les sources sont nordiques, sont suédoises. Il n'y a pas de source sami de l'époque. Vous le disiez à l'instant, à cette époque-là, c'était c'est une tradition orale. Donc, pour le côté sami, ça se transmettait oralement par le yoik, notamment, qui est leur chant traditionnel et qui était combattu par les évangélistes, par les pasteurs luthériens à l'époque, puisque la colonisation se fait par le biais des pasteurs luthériens. Et donc, les sources écrites, c'est des sources écrites par les pasteurs luthériens, justement, parce que c'est eux qui menaient, qui faisaient des procès, qui faisaient des interrogatoires, qui interrogeaient, qui catéchisent, etc. Donc, on est soumis là, à ce problème-là d'interprétation des sources, ça c'est une première chose. Et ensuite, pour le problème de discours sur est-ce qu'un non-sami peut écrire sur les samis. Moi, j'ai été confronté à cette question-là. C'est une question tout à fait légitime. Moi, après, je ne m'interdis rien du tout, parce que sinon, en tant que journaliste depuis 30 ans, si on doit c'est un peu problématique. Donc, ça, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Et j'ai été invité il y a quelques années à un festival de littérature sami à Jokkmokk, en Laponie suédoise. Et donc,
Donc les auteurs étaient des auteurs samis et ça débattait, il y avait différentes thématiques, différents débats, différentes rencontres. Et il y avait une des rencontres justement où c'était des... donc moi j'étais invité en tant qu'auteur non sami qui écrivait sur la Laponie. Et une des rencontres, il y avait une auteure sami qui est très populaire en Suède et à qui on posait cette question justement. C'était un des débats justement, c'était est-ce que des noms samis en gros sont légitimes, ont le droit tout simplement d'écrire sur les samis. Et cette écrivaine, Anna-Lena Lestadius, disait tant que le travail de recherche est fait sur la culture, oui, n'importe qui peut le faire. C'est un point de vue. Alors, c'est son point de vue à elle, qui évidemment va dans mon sens. Donc, voilà. Après, il faut bien voir que ça fait vraiment débat chez les Samis aussi. Il y a c'est pas son point de vue à elle n'est pas seulement représentatif de tout ce qui est émis chez les Samis, puisqu'il y a aussi chez les Samis comment dire, des personnes qui sont très militants et qui sont vraiment dans une samitude, si je puis dire, assez dure actuellement. Il y a même entre eux, il y a des débats qui sont assez durs en ce moment, autour de ces questions-là aussi. Et qui, ces questions, je trouve, s'illustrent parfaitement dans le personnage de Clémette Nango, parce que, encore là, dans Les Chiens de Pasvik, il passe le roman à s'interroger sur sa samitude, on va dire. Et j'ai appris en cherchant un peu qu'effectivement les Samis finalement étaient quand même s'étaient dispersés dans les pays scandinaves, n'étaient pas restés que en Laponie. Donc, non. Effectivement, qu'est-ce qu'être Sami aujourd'hui? Alors là, si vous me laissez 17 heures, je vous réponds. Et en plus, au final, la conclusion, ce sera que je ne sais pas. Donc, ce ne serait pas beaucoup plus avancé. C'est un petit peu le but du personnage de Clémette, hein, de toute façon, c'est d'interroger ça. Qu'est-ce que c'est être Sami aujourd'hui? Et c'est pas quand je dis que quand vous dites très justement que c'est une question qui l'occupe depuis déjà le début, c'est que, alors ça va transparaître de différentes façons évidemment hein, au fil des livres, mais parce que c'est une question qui traverse vraiment la population sami. Parce que c'est complexe parce que les Samis sont peu nombreux, ils sont à peine 100 000 répartis sur 4 pays, donc il y a la Norvège, c'est là où ils sont le plus nombreux. Ils sont peut-être 40-50 000, on ne sait pas exactement. Ensuite, la Suède, où ils sont 20 ou 30 000. La Finlande, où ils sont 6 ou 7 000. Et la Russie, donc, qui est un des territoires de Chiens de Pasvik, où ils sont 2 000. Et alors, c'est misérable. Parce l'identité sami est complètement... c'est énormément souffert. Et beaucoup des Samis n'habitent pas en Laponie. Ils habitent... a l'habitude de plaisanter en disant que Stockholm est le plus gros village sami ou Oslo est le plus gros village sami parce qu'il y a beaucoup qui habitent là-bas, dans les capitales, dans les villes. Très peu de Samis travaillent avec les rennes, il y en a 10% à peine qui sont liés à l'élevage de rennes, mais c'est vrai que la culture sami, c'est lié à cette image du renne, etc. Donc, la question se pose entre eux déjà, est-ce qu'être un Sami, si un Sami qui n'a pas de reine, est-ce que c'est un Sami? Mais ça, c'est une question qui est dure parce que historiquement, la plupart des Samis dans les anciens temps étaient liés, avaient des reines et puis ils en ont été dépourvus petit à petit. Ça a été soit par les politiques nordiques, soit pour des raisons climatiques, un accident, des choses comme ça. Donc pour différentes raisons, mais beaucoup parce que les gouvernements successifs des pays nordiques se sont arrangés pour les affaiblir et pour récupérer des terres, tout simplement. Et donc, beaucoup de Samis ont été éjectés, si je puis dire, de cette samitude, de ce qui fait l'esprit Sami, c'est-à-dire l'élevage de rennes, tout ça. Et là, donc, la difficulté, c'est est-ce qu'on peut se revendiquer comme Sami si on n'est pas lié à l'élevage de rennes? Oui, vont dire la plupart des gens, parce que être Sami, c'est pas seulement avoir des rennes, c'est avoir un lien à la terre, Sami, à la Laponie, c'est avoir un lien, un rapport particulier à la nature, c'est avoir
avoir grandi dans un esprit sami, c'est parler la langue, par exemple. Et tout ça fait débat. Ça fait débat de façon très prosaïque, par exemple, au niveau des élections au Parlement sami, puisque pour être inscrit sur les listes électorales pour voter au Parlement sami, il faut répondre à certains critères qui sont aussi très discutés, de langue, de parenté. Voilà, donc c'est compliqué. Puis il y a eu voilà, le côté pureté sami, entre guillemets, c'est aussi comment la définir, puisque beaucoup, Clémet, une fois encore, en est un peu l'expression, puisque il est lui-même, il est moitié sami, enfin moitié sami, il est sami par son père, mais sa mère est une Suédoise qui est non sami. Et là aussi, il faut bien voir que les samis, au fil des siècles, depuis la colonisation qui démarre au XVIIe siècle, qui s'accélère surtout au XIXe siècle avec l'exploitation forestière des terres, il y a eu beaucoup de mariages, beaucoup de mélanges, tout simplement. Donc, voilà. Je vous avais dit que ce n'était pas simple. Non, mais ça, on s'en doutait. Et on retrouve pas mal de thématiques qu'on trouve quand on lit des auteurs amérindiens, enfin des natifs américains, notamment le lien, vous venez de le dire, le lien à la terre. Ça, c'est une problématique qui traverse tous les... C'est Voilà. charnel, c'est vraiment ça. Et c'est intéressant parce que c'est en fait pour les Samis, aujourd'hui, ils ont besoin de se redéfinir comme ça, puisque l'élevage de rennes, qui est leur marqueur identitaire, qui est le marqueur identitaire de la plupart des Samis, est très menacé, cet élevage de rennes, par le réchauffement climatique, par le développement des industries minières, des champs d'éoliennes, des industries touristiques, etc. etc. Donc l'espace d'élevage est de plus en plus réduit, les éleveurs ont de plus en plus de problèmes. Et si dans 10, 20, 30, dans 40, 50 ans, comme certains le prédisent, l'élevage de rennes tel qu'on le connaît aujourd'hui disparaît, c'est-à-dire ne se retrouve que dans des fermes en gros, est-ce que ça veut dire que la culture sami disparaît aussi? Donc, c'est des questions sérieuses pour un peuple autochtone. C'est pas rien, quoi, en termes de comment on se représente, comment on embrasse le monde, etc. Alors, ce qu'on voit justement par rapport à ces questions écologiques, c'est que finalement, ils sont en pointe aujourd'hui à travers leurs questions identitaires, mais ils sont en pointe sur un combat écologique parce que ce qu'ils disent, et c'est vrai que là, on tombe dans des situations ubuesques dans les chiens de Pasvik, mais les rennes, ils n'en ont rien à foutre de traverser une frontière ou pas, parce qu'elles sont sur un territoire. Oui, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs toute la partie où ils expliquent que c'est pas très grave parce que du coup, les Russes vont présenter une demande d'indemnisation. Ben oui, ils viennent manger du week-end Norvégiens. russe, franchement. Voilà, et de l'autre côté, les Norvégiens vont faire pareil avec les chiens qui ont la rage, et hop, on en reste là, tout le monde est content en fait. Mais au final, on a une même terre, ce que les natifs amérindiens disaient aussi, ils se sont fait exproprier parce que la terre ne leur appartenait pas. Bien sûr, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Oui, ça, clairement, c'est-à-dire que ce que les Samis, notamment ceux liés à l'élevage de rennes, savent depuis longtemps et ont toujours pratiqué, c'est-à-dire que l'élevage de rennes, dans ce type de contrées qui sont en plus très dures d'un point de vue climatique, etc., ça ne se pratique que collectivement. Donc, on a besoin de s'entraider pour pratiquer l'élevage de rennes. Même s'il y a des clans différents qui ont des territoires délimités, au sein des territoires, il faut collaborer, il faut coopérer. Et historiquement, quand il n'y avait pas encore les délimitations comme ça entre les différents clans samis, ça s'est fait avec le temps, ça. Il fallait être ensemble et surtout, comme ils étaient nomades avant, ils ne le sont plus maintenant depuis les années 1960, depuis l'arrivée du scooter des neiges, mais ils pratiquaient le nomadisme, ils ont pratiqué le nomadisme pendant plusieurs siècles. Ça signifiait qu'avec son troupeau, c'était circulaire, donc on savait qu'on revenait toujours au même endroit. Donc il fallait laisser que la terre, d'abord, il fallait la laisser en bon état, lui permettre de se refaire, de se reconstituer, le lichen notamment, et puis que tout le monde devait y avoir accès. Parce que c'était la question de survie du clan. Ça reposait sur le côté
tout le monde doit pouvoir travailler ensemble. Donc voilà, c'est vrai que l'entraide est toujours indispensable aujourd'hui, mais c'est vrai avec des principes qui sont quand même très très différents et des pressions qui sont terribles quoi, sur les clans. D'ailleurs, les conséquences de cette pression-là va être le thème d'un prochain livre. Voilà. Ah, j'allais pas y venir tout de suite. Ah ben, on n'en parle pas alors. On n'en parle pas. Non, j'allais vous poser déjà la question de comment on passe du journalisme, de comment vous travaillez en fait. Vous faites une enquête et un jour vous rencontrez quelqu'un, puisque vous êtes avant tout quelqu'un de rencontre. Comment vous rencontrez quelqu'un qui vous donne envie de passer au roman? Ça s'est fait par étapes. Je veux dire que honnêtement, ce n'était pas inné en moi. Je ne suis pas comme beaucoup d'écrivains qui, depuis l'âge de 6 ans, remplissent des cahiers d'écolier écrivent des romans. Moi, je trouvais que je n'étais pas romancier, ce n'était pas mon horizon, ce n'était pas mon envie, je l'avoue. Moi, depuis l'adolescence, depuis 17 ans, je voulais être journaliste, je voulais être reporter. Et c'était ma passion, c'est vraiment ma passion d'adolescence. Et de ce point de vue-là, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser cette passion. Et je continue à le pratiquer. Le livre, en fait, le roman, ça s'est fait par étapes, dans le sens où le premier livre que j'ai fait, que j'ai écrit, qui s'appelle L'Imposteur, qui n'est pas un roman, qui est un récit, qui est une espèce de contre-enquête, un portrait contre-enquête sur un rescapé du goulag, qui a réécrit toute une partie de sa vie pour sauver sa peau. Donc j'ai enquêté 3 ans dans différents pays. L'Imposteur, donc, ça s'appelle, et c'est une histoire, moi, qui m'a comment dire, embarqué pendant des années. Non seulement j'ai 3 ans d'enquête, mais j'ai beaucoup travaillé sur ce livre. Ça a été une des passions de ma vie. Voilà, et qui le reste toujours. J'ai toujours une tendresse particulière pour ce livre. Et c'est cet homme, Richard, qui est décédé il y a une vingtaine d'années déjà, quand je l'avais rencontré, voilà, il avait une histoire extraordinaire dans le sens où il avait menti, donc il avait réinventé plein de choses, mais c'était absolument fascinant. Et mon éditrice à l'époque, chez Calman Levy, avait essayé de me convaincre, parce que sa vie était tellement romanesque, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'en ferais pas un roman? Et moi, à l'époque, roman, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, j'étais lecteur, mais romancier, je ne connaissais pas ce métier-là. Je ne me voyais pas journaliste sérieux, les faits, tout ça, la religion des faits. Donc, ça m'allait très bien comme cadre. J'ai dit non, pourquoi j'en ferais un roman? D'abord, j'aurais l'impression quelque part de trahir ce personnage, parce que je trouvais que son histoire était tellement romanesque en soi que je ne voyais pas l'intérêt d'en rajouter encore une couche. Et quelque part, je risquais de perdre la matière romanesque. Quelque part, enfin, ça me paraissait pas moi, en fait, tout simplement à l'époque. Alors, à tort ou à raison, mais je considérais que c'est pas moi. J'avais planté une petite graine, quand même. Et puis, dans l'écriture, même de l'imposteur, j'avais fait vraiment un vrai pas de côté, puisque, en fait, j'ai écrit pour la première fois, puisque mon action de journaliste, d'enquêteur, a un impact sur cet homme. En fait. Pas vous dire quoi, mais je joue un rôle en fait dans sa vie. Quand je rentre dans sa vie, il se passe quelque chose. Et donc, après la première version du livre qui ne fonctionnait pas, j'ai compris que le point de vue n'était pas le bon, donc il fallait que je l'écrive à la première personne, tout simplement. Ce qui, dans la tradition journalistique française, n'est pas très courant. Le jeu est plutôt banni, a priori. Donc j'ai dû me faire mal un petit peu, et du coup, ça m'a obligé à me bousculer un petit peu. Mais c'était un récit. Après, j'ai fait un deuxième livre, qui était aussi un livre d'enquête, qui n'est pas sorti en français encore, mais qui est sorti en suédois et en norvégien, qui racontait l'histoire des anciens plongeurs de l'industrie pétrolière en mer du Nord. Et là, c'était un livre que j'ai coécrit avec un autre journaliste franco-suédois, et on a été, on l'a écrit
quasi comme un roman, c'est-à-dire qu'on rentrait, c'était très très documenté, c'était journalistique comme travail, mais on l'a raconté d'une façon où on rentrait dans la tête des personnages, donc on était vraiment du journalisme narratif euh, et tout ça dans une écriture quasi romanesque en fait, même si c'était factuel. Et tout ça, toutes ces petites graines comme ça m'ont fait que quand je suis arrivé avec ma matière Police des Rennes, au départ l'idée était d'en faire un livre de reportage d'ailleurs, la Police des Rennes. Parce que j'avais travaillé, j'avais fait un documentaire sur la police des Rennes pour France 5, j'avais fait des reportages pour Libération à l'époque sur cette police des Rennes. Et donc, j'avais envie d'y retourner par l'écrit. Et puis après, ça a basculé en fait en polar parce que la matière était comme ça. Parce que le côté polar, il y a un côté enquête. Et l'enquête, c'est aussi ce que je pratique beaucoup en tant que journaliste. Donc, pour moi, ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. Et alors, vous avez rencontré au cours de votre travail des personnages comme Shadow ou... Mais ou- là, dès qu'on a fini, je vais boire un pot avec lui d'ailleurs, hein. D'accord. J'en dis pas plus, sinon je vais griller l'intrigue. Mais... J'en ai mais pas alors, dit plus. non, non, je dis rien. Mais Non c'est plus. vrai qu'il y a beaucoup de travail de terrain, beaucoup d'enquêtes. Les endroits que je décris, en général, j'y étais. Donc, côté russe, j'y étais. J'ai eu la chance de tous ces endroits, Teriberka, Zéro, Nickel, tout ça. J'ai été traîner dans ces coins-là. Kirkenes, bien sûr, la vallée de Pasvik, tous ces coins-là. Moi, j'adore ces coins paumés. Les gens qui y sont voilà, moi, je trouve ça... c'est toujours des très belles rencontres, quoi. C'est toujours assez impromptu, mais c'est toujours étonnant. Voilà. Moi, pour ne parler que de l'exemple de Teriberka, par exemple, qui est un coin, c'est ce petit village que je décris dans les Chiens de Pasvik, qui est sur les bords de la mer de Barents. Eh bien, voilà, j'ai rencontré la chef de la chorale, par exemple, de Ah, la Teriberka. fameuse. La fameuse, voilà, mais je l'ai rencontrée en vrai. Elle m'a chanté l'hymne de Teriberka. Et c'est des gens, ça a beau être des gens où ils disent, mais comment est-ce qu'on peut vivre là-dedans, quoi, Ouais. et comme ça. Mais les gens, vous les feriez pour rien au monde quitter leur trou du cul du monde, quoi. C'est extraordinaire, c'est fascinant. Alors, je suis de retour. Et oui. Bienvenue. Oui, bienvenue. Oui. Alors, je voulais savoir, Olivier, est-ce que vous avez un renne dans votre pièce? Parce qu'il y avait un petit bruit mystérieux pendant toute la rencontre. On aurait dit qu'il y avait un petit rongeur ou je sais pas, c'était très bizarre. C'est moi qui grince sur la chaise, peut-être. Je bouge un peu. Non. Ou c'est Alors, mes il y a, articulations, peut-être, qui grincent, je ne sais pas. en tout cas, les lecteurs sont ravis de vous retrouver en librairie. Et la première question, elle vient de Florence. Pourquoi autant de temps entre La Montagne Rouge et ce dernier roman? Bonjour Florence. Je ne sais pas pourquoi autant de temps, parce que en fait, la réalité, c'est que entre-temps, j'ai écrit 2 autres livres. Déjà, c'est-à-dire j'ai Le Cartographe des Indes boréales, qui est ce roman historique, roman d'aventure historique qui fait plus de 600 pages, qui m'a demandé un petit peu de travail quand même. Il y a eu l'affaire Nobel, pardon, qui est sortie chez Grasset, qui est un récit. Qui est sorti en fin 2019. Donc, il y a eu ces 2 livres, il y a eu d'autres travails. Au départ, il n'était pas prévu qu'il se passe autant de temps entre La Montagne Rouge et les Chiens de Pasvik. Donc, j'espère que Florence saura me pardonner. Mais c'était pas calculé. Mais c'est vrai, je comprends la remarque, sachant qu'entre Le Dernier Lapon et le Détroit du Loup, il y avait 2 ans. Entre le Détroit du Loup et la Montagne Rouge, il y avait 2 ans. Et là on prend 4 ans et demi dans la vie. Pour pas dire 5 ans, mais 4 ans et demi, ça fait bien. Mais je promets d'attendre moins longtemps pour le prochain. Alors, Marie-Joëlle se demande où peut-on trouver des actualités à propos du peuple sami en français? Est-ce que vous avez... Alors, bonne question. Où est-ce qu'on peut... Bonjour d'abord. Je pense on doit pouvoir, dans les bibliothèques, déjà, vous devez pouvoir trouver des choses dans les bibliothèques. Si vous connaissez des bons libraires, il y en a quelques-uns, paraît-il, ils pourraient vous conseiller, parce qu'il y a quand même des livres qui paraissent aussi, non seulement, il y avait notamment les livres du professeur Mériot, qui est décédé récemment, qui est une des personnes à qui j'ai dédicacé les Chiens de Pasvik, qui a publié à la fois des ouvrages en français sur les Samis
et des articles. Et puis, vous trouverez aussi sur Internet, vous trouvez pas mal de choses quand même sur les SAMI, des articles que j'ai écrits, vous en trouverez aussi, j'imagine. Voilà, donc on va trouver un petit peu. Puis sinon, à la limite, suivant le type d'information spécifique qu'elle cherche, que vous cherchez, Marie-Noël, je pourrais vous envoyer des liens, des choses comme ça. Parfait. Il y a une question qui vient d'arriver, qui vient d'Adrien. Bonjour Monsieur Truc. Un détail que je remarque dans vos livres est l'absence des peuples, alors peut-être que j'ai mal le prononcer, Gven ou Tornedalien, dans votre récit et dont l'histoire est proche de celle des Samis. Y a-t-il une raison à cela? Comptez-vous écrire une intrigue concernant ces peuples-ci? Bonjour Adrien. Oui, il a raison. J'ai écrit dessus récemment d'ailleurs parce que ce sont des populations qui sont également à peu près dans ces régions-là. Le Kfen étant italien, c'est des langues qui sont d'origine finnoise. Avec des problématiques aussi compliquées. Il y a une commission vérité qui est en cours d'ailleurs pour ces questions-là. Alors, je m'étais posé la question d'ailleurs parce que Adrien a raison. On va retrouver aussi des histoires de populations qui ont subi des discriminations. La problématique est différente de celle des Samis. En fait, la question, c'est mélanger les problématiques, ça peut être de nature aussi à troubler le lecteur, même si sur 450 pages, on peut faire dans la nuance un petit peu, mais il n'est pas exclu que j'aborde ça aussi. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai, comme j'ai une ligne assez précise avec ce que je raconte, les types de personnages que j'ai mis en place au fil des livres, mais quelque part, notamment dans le Détroit du Loup, il y a des personnages qui s'apparentent un petit peu à ça. Donc, ce n'est pas exprimé en tant que tel. Je m'étais posé la question pour le Détroit du Loup, d'ailleurs, parce qu'il y a un des personnages que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, qui est d'origine finlandaise, et qui en soi porte un petit peu cette histoire-là. Mais voilà, ça viendra, il y aura des suites. Peut-être. Il y a beaucoup de commentaires par rapport aux séries scandinaves qu'on peut voir partout voilà. Est-ce qu'il y a des projets de séries ou des projets cinématographiques par rapport à la police des Rennes ou pas du tout? Alors, il y a un projet actuellement qui est en cours. Je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a un projet une volonté de faire un long métrage du Dernier Lapon. Le projet tel qu'il se prépare, en tout cas, l'idée, c'est de commencer par faire un court métrage pour poser des jalons. Alors, je ne suis pas impliqué directement dans cette histoire-là, mais ça a pris du retard à cause de la situation sanitaire. Mais donc, il y a un projet de ce côté-là. Et après, côté série, je ne sais pas encore, mais je sais qu'il y a des producteurs qui s'intéressent à cette histoire. Hein. Alors moi, je vous ai lu aussi, je suis comme Alexandra, j'ai adoré La police des Rennes. Est-ce que quand vous avez écrit le premier, donc, vous saviez que derrière, il y aurait une suite et que ces personnages reviendraient, seraient récurrents ou pas du tout? Alors, il faut que j'avoue, parce que je suis un peu neuneux de ce point de vue-là, dans le sens où, en fait, quand j'ai fait le Dernier Lapon, je pensais que ça allait être une histoire. J'allais faire un roman avec la police des Rennes et que déjà ça ferait tellement ricaner le monde entier que j'allais m'arrêter là parce que je me disais, voilà, j'avais envie, moi je portais le Dernier Lapon parce que c'était vraiment, les gens autour de moi me regardent un petit peu bizarrement, qu'est-ce que tu vas t'intéresser aux Samis, la police des Rennes c'est encore plus bizarre, enfin bref. Moi, comme je suis assez têtu, j'en fais qu'à ma tête, j'ai fait le Dernier Lapon. Mais le Dernier Lapon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est mon premier roman, donc je ne savais pas à quoi m'attendre en fait. Et quand je me suis mis dans la peau du romancier, c'est-à-dire à commencer à prendre des libertés avec les faits, ce qui n'a pas été évident tout à fait pour moi au départ avec 30 ans de journalisme.
quand j'ai ouvert ça a été l'ouverture de la boîte de Pandore, là, ça a été une explosion d'idées totalement farfelues. Et j'ai heureusement assez vite réalisé que si j'essayais de mettre toutes ces idées-là, excellentes évidemment, dans le dernier Lapon, ce serait illisible. Ce serait illisible. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est née, en fait, au départ, l'idée de dire, tiens, mais il y a peut-être une idée pour faire une suite ou deux. Et là aussi, j'ai été, quand j'ai écrit le Détroit du Loup, donc le numéro 2, j'étais parti avec l'idée de faire une suite où, quelque part, on repartirait à zéro avec Clémentine. On ne savait pas qu'ils avaient déjà fait des enquêtes ensemble, comme ça se fait dans certaines séries où, en fait, voilà, on repart, peu importe ce qui s'est passé avant, on n'a pas le côté évolution du personnage, etc. Et une de mes premières lectrices, qui était mon agente littéraire, m'a dit ouais, c'est bien, mais c'est marrant, on a l'impression que Clément et Nina, ils n'ont pas fait une enquête, ils n'ont pas fait le dernier Lapon ensemble, en fait. Et je dis, bah oui, c'était un peu pensé comme ça. Elle me dit, c'est dommage parce que quand même, on s'est attaché à eux déjà et on aimerait bien savoir comment leur histoire va évoluer, comment ils vont évoluer comme personnage. Elle me dit, t'as peut-être pas tort en fait. Et du coup, j'ai repris le Détroit du Loup un petit peu comme ça, mais il n'était pas pensé dès le départ comme une suite, où, même s'il y avait déjà Clément et Nina, mais il n'était pas pensé vraiment comme une suite telle qu'on les conçoit en fait, avec les personnages qui évoluaient. Donc, c'est quand je me suis lancé dans la Montagne Rouge, en fait, donc je suis un petit peu lent au démarrage, voilà, c'est vraiment, je dis, ah, mais Olivier, en fait tu es en train de faire une suite. Donc là, une série, tu es en train de faire une série. Donc quand tu fais une série, le propre des séries, c'est l'évolution des personnages quand même, c'est où est-ce qu'on les emmène. Et c'est là où, avec la Montagne Rouge, que j'ai dû me poser la question, mais où est-ce que je vais les emmener, du coup, mes personnages, jusqu'où? Qu'est-ce que je vais en faire? Et donc là, j'ai dû réfléchir en faisant le synopsis donc, de la Montagne Rouge. J'ai réfléchi au synopsis des Chiens de passe vite, du livre qui va suivre. J'ai réfléchi aussi au synopsis du cartographe des Indes boréales, puisque pour ceux qui ont lu, il leur a peut-être pas échappé, ou peut-être ça leur a échappé, qu'il y a des connexions entre le cartographe des Indes boréales, le dernier Lapon et la Montagne Rouge. Et si vous n'avez pas vu, vous n'avez qu'à relire. J'ai un peu écrit dans 5 minutes. Hein. Et voilà, donc ça a été tout ce travail qui pour moi était fascinant parce que du coup, il faut faire des tas de post-it machin avec des machins. Et donc j'ai avancé comme ça. Donc ça continue. Puis au fur et à mesure qu'on avance, il y a de nouvelles idées qui arrivent et puis on ne peut pas les passer. Comme disait Adrien tout à l'heure, avec Fen, les tournées d'Aliens, il y a des idées qui viennent, et puis ça, c'est pas le bon livre, mais peut-être ça donne des idées pour une autre, et puis voilà, c'est comme ça. Alors, petite remarque de libraire, Nathalie, juste pour les gens qui nous écoutent, c'est pas obligatoire de lire les livres dans l'ordre, c'est-à-dire que vous replacez quand même très bien vos personnages et l'intrigue. On peut lire indépendamment les livres les uns des autres. C'est mieux de les lire dans l'ordre, mais ça se lit indépendamment. C'est quand même comme ça que j'ai voulu le faire, c'est-à-dire pour pas faire de la vente forcée, en gros, de dire il faut tout lire, sinon vous ne comprenez rien. Donc c'est vrai que dans chaque livre, j'essaie de donner en tout cas aux lecteurs qui n'auraient pas lu les précédents les clés essentielles pour comprendre les personnages essentiels. Moi, je voulais juste vous dire qu'on n'a pas rigolé quand on vous a vu arriver avec la police des Rennes. Justement, vous avez ouvert une voie sur un truc qui était un peu spécifique. Et il y a une question en corrélation avec ça, c'est Florence qui la pose. Avez-vous lu les livres de Yann Manouk qui sont sur les mêmes sujets que les vôtres? Et qu'en pensez-vous si vous les avez lus? Alors, j'ai lu Yann Manouk, oui, tout à fait. Oui. Enfin, j'ai lu en tout cas ceux sur la Mongolie, sur la Mongolie avec Kyril Degger. Oui, j'ai lu. C'est marrant parce qu'avec Yann Manouk, Patrick, on s'est retrouvés sur des tas de tables rondes en fait avec nos personnages croisés là. Et voilà, il a trouvé un personnage qui est quand même, je me rappelle plus du nom de l'inspectrice qui travaille avec Yao Delger, mais ça m'échappe maintenant, j'espère qu'il m'en voudra pas. Mais oui, je trouve qu'il a su aussi utiliser très bien un environnement et des problématiques. C'est vrai que tous les deux, vous êtes plus scandinaves que les Scandinaves parfois, on a envie de dire. Lui, après, il a fait des histoires qui se passent en Islande aussi, etc. Ouais. Parce qu'il revisite un peu tous les endroits où il a
voyager. C'est un grand voyageur. C'est toujours du plaisir de débattre avec lui sur ces questions-là aussi. En tout cas, les chiens de Pasvik sont sur toutes les tables de librairie. Ils sont à Saint-Étienne, à la librairie de Paris, chez Alexandra. Allez voir Alexandra, elle vous conseillera. Puis elle vous conseillera des livres sur les Samis, parce que je pense qu'elle est assez calée. Elle ne peut pas le dire, mais elle est calée. Donc voilà. Vous dire, avant de laisser le mot de la fin à Olivier, dire que demain, on se retrouvera à 19h avec Lorraine Fouché pour son livre en avant-première, parce qu'il sort le 1er avril et ça s'appelle Face à la mer immense. Et ça sort chez Héloïse d'Ormesson. Donc, Olivier, vous avez la lourde tâche d'avoir le mot de la fin. La fin, vous voulez dire, c'est ce que c'est l'heure de l'apéro, c'est ça? Vous voulez, ouais, voilà. En principe, après les rencontres en librairie, il y a l'apéro. Je ne sais pas comment vous allez vous dire. Il y est, hein. Vous pouvez venir, il y est. Ben, j'espère, non. Surtout, j'espère au revoir à tout le monde. Moi, j'espère surtout avoir le plaisir qu'on prolonge ces rencontres en vrai à Saint-Étienne ou ailleurs. Quand vous voulez, on vous accueille avec plaisir. Ça me manque beaucoup. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien pour tout le monde, vous êtes en bonne santé, tout le monde, et portez-vous bien. Voilà. Bon, en tout cas, on espère vous revoir bientôt donc en librairie, puisque vous nous l'avez annoncé. Donc, on souhaite une belle trajectoire aux chiens de Pasvik, sorti aux éditions Métellier. En tout cas, vous avez plein de messages. Merci pour cette belle rencontre. Merci pour vos romans. Donc, voilà, vous avez un public. Vous étiez très attendu, Olivier. Merci donc, à tout le monde. Soyez revenu si vite. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir été là. Merci à vous. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée et une bonne continuation. Merci. À bientôt.